mais le rapport de force, il le gagne. Et donc, l'objectif de la gestion des rapports de force, c'est pas d'aller avec lui dans le rapport de force, mais c'est de parler la langue, une langue qu'il comprend, pour l'amener ailleurs. Donc ce que j'ai fait par exemple avec mon fils, à qui je demande de mettre la table, où il est un peu au bout du rouleau, il est prêt à porter plainte pour les enfants exploités. Donc il met la table, mais vraiment à l'arraché, à moitié, et il dit, c'est toujours moi, ma sœur fait rien, c'est toujours moi qui mets la table. Donc là, gloups, j'avale un peu de travers, je dis, écoute, je suis un peu interpellée parce que, pour moi, ta perception de la réalité ne correspond pas à la réalité, en tout cas pas à la mienne. Donc, je suis un peu inquiète. Alors, ce que je te propose, c'est qu'à partir de maintenant, tu vas mettre la table tous les jours, jusqu'à ce que la réalité corresponde à ta perception de la réalité. Et en fait, je lui dis, c'est pas une punition, c'est vraiment une régulation de ta perception des faits. Donc, vous sentez la différence. Et ça, pour moi, c'est une conséquence directe et désagréable pour lui. Mettre la table tous les jours, je vous garantis que c'est pas évident. Et là, c'est important de ne pas lâcher. Donc, de vraiment le tenir de court, quoi, hein, donc pas lâcher. Et tant qu'il a... Alors, il a mis la table, je sais pas, toute une semaine. Et là, à la fin de la semaine, il dit, je mets la table tout le temps. Là, je dis, c'est vrai que depuis une semaine, c'est toi qui mets la table tous les jours. Donc là, on est déjà plus dans une perception lucide des faits. Ou bien, maintenant, donc encore maintenant, je dois réguler ou rectifier, je reviens du Colruyt ou du Delhaize avec tous les sacs. Et donc, j'appelle les enfants pour qu'ils m'aident à décharger. Lui, il prend 2 sacs avec les chips et les biscuits. Il est au bout du rouleau, donc il les dépose devant la cuisine, parce qu'aller dans la cuisine, c'est trop. Alors nous, les autres, parce qu'il y a des petits, on porte les caisses d'eau, le lait, on fait 3 trajets, et il a l'impression de faire tout. Et c'est sincère, sa perception. C'est-à-dire que son programme instinctif ne lui permet pas de voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est la même chose pour un enfant soumis. Un enfant soumis, son programme instinctif lui fait voir sa culpabilité. C'est toujours à cause de lui. Donc, quand il dit « c'est à cause de moi », mais alors, parfois on dit il se sent coupable même de la météo. Donc là, c'est comme si je vous disais « je suis désolée, il pleut, vous avez dû venir sous la pluie, vraiment, pardon. Hein. Bon, la prochaine fois, je ferai en sorte qu'il fasse meilleur et moins froid. » Donc vous allez me dire « pourquoi elle parle ?» Mais si je suis soumise, là c'est quand même à des niveaux assez bas, je me sens coupable de vous avoir fait sortir de chez vous, sous la pluie, dans le froid, pour venir m'écouter. Et je me dis, mais oh, mon Dieu, qui je suis, et surtout, je vais le payer après. Je dis, t'as vu tout ce que t'as fait? Et il suffit qu'il y en ait un dans l'assemblée qui a envie de jouer là-dessus, en disant, c'est vrai, Catherine, franchement, pas cool, hein. C'était un peu dur hein, de sortir de la maison, t'as vu le temps? Je dis, oh là là, oui, c'est vrai, pardon. Et je vais vraiment me sentir super mal, jusqu'à avoir des crises d'angoisse, et voilà, ça peut aller loin, hein, donc je peux m'auto-punir de ça. Ok, donc c'est important de comprendre que, alors, il y a toujours ce débat, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font ou pas? Je pense en partie oui, en partie non. Mais pour ça, il faut les éduquer. Donc là, mon fils, que j'ai beaucoup investi, j'ai essayé, parce que j'ai commencé à 8 ans, hein, 8-9 ans, donc c'est tard, il arrivait à la puberté. Donc je me dis, bon, ok, on ne va pas ambitionner de le centraliser, de virer sa perception d'être le roi du monde. Mais en tout cas, je vais l'éduquer à être lucide sur lui. Et donc aujourd'hui, quand je lui dis... il me dit, ouais, non, hein. Je dis, écoute, c'est parce que tu n'as pas envie que c'est intéressant pour toi de le faire. Donc c'est un exercice, tu vois, une autorégulation. Et donc là, quand il est de mauvaise humeur, il me dit qu'il en a marre de tous mes exercices. Mais surtout, alors, parfois, pour s'échapper, il dit, non, en fait, c'est cool, moi je veux bien mettre la table. Je dis, bon, alors ça tombe bien, on met la table, si en plus ça te fait plaisir, je suis ravie. Donc de toute façon, il est coincé. Et il sait que... donc il est lucide sur lui, il sait qu'il fait moins et qu'il a l'impression de faire plus. Donc il peut lui-même commencer, enfin quand ça l'arrange. Par exemple, il me dit, donc même quand il était petit, je lui disais, mais qu'est-ce que je dois faire?
Donc, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais le parent d'un enfant qui se comporte comme toi? Alors, il me répondait, maman, c'est comme ça. Tu me dis non. Je dis, bon, ok. Donc, je retiens. Donc, la fois suivante, super ferme, non. Et alors là, ça gesticule, parce qu'avant d'accepter un non, il faut se lever tôt. Hein. Ça gesticule, ça négocie. Et je lui dis, mais c'est toi qui m'as donné le mode d'emploi. Il m'a dit, oui, mais ça c'est pour les autres, ou pour mes enfants, je fais ça, mais pas moi. Et pas cette fois-ci. Je dis, bah si. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la technique d'enfumer son terrier. Vous voyez pourquoi? Donc, vous lui demandez qu'est-ce qu'il ferait, lui, avec un enfant qui se comporte comme lui. Et puis, il vous donne donc l'antidote, enfin, ou en tout cas le mode d'emploi, que vous appliquez. Et en fait, il ne peut plus dire non, puisqu'il vous a, quelque part, autorisé. Alors, on peut le faire plus tard, plus ils sont grands, plus on peut discuter, on peut dire, est-ce que tu m'autorises à te dire non? Et je me souviens très bien, c'était il y a 2 étés, j'avais inscrit, il était pété en néerlandais, et j'avais inscrit un stage de néerlandais. Et je me dis, on va faire fort, immersion, on va faire 2 semaines d'affilée. Parce que comme ça, on est vraiment dans le bain, il rêvera en néerlandais, c'est très bien. Donc, il commence la première semaine. Bon, la première semaine, il se dit, bon, ok. Mais le problème, c'était que les stages, c'était du dimanche matin au samedi midi. Donc, la semaine suivante, je vais le rechercher le samedi midi. Et je devais aller le redéposer le dimanche matin, c'était au fin fond de la Flandre. Donc, voilà, il passe quand même une après-midi à la maison. Cool, le soir on profite, il me dit ah oui c'était vraiment chouette, j'ai bien appris, je dis bah demain on repart, et il me dit ah non, je dis bah si, moi je t'ai inscrit pour 2 semaines, et il me dit non pas question, et alors il menace, je vais partir de toute façon si on y va, si tu me redéposes, je dis écoute fais ce que tu veux, mais demain matin sois prêt à 9h, on y va. Donc à 9h, j'embarque, et puis alors ils montent dans la voiture, mais vraiment un peu interpellé, surpris par ma fermeté, mon assertivité, parce que je suis genre à dire bon c'est vrai, t'as déjà fait 1 semaine, c'est pas mal. Donc là, je tiens. Ils montent dans la voiture, on part vers fin fond de la Flandre, et pendant tout le trajet, mais vraiment c'était super dur, pendant tout le trajet, il a tout essayé. La flatterie, séduction, la victimisation, parce que ça, ils adorent faire. C'est des pauvres petits caliméros. Ils n'ont pas de copains, ils parlent à personne, c'est horrible pour eux, alors que tous leurs potes, ils font des trucs chouettes. Donc, victimisation, culpabilisation, à cause de toi, menace, je vais fuguer, enfin, il a tout essayé, tous les registres. Et moi, à chaque fois, le disque rayé. Je t'ai inscrit pour 2 semaines, c'était convenu, on y va. Et j'essayais de se concentrer sur la route, mais c'est surtout vraiment essayer d'être hermétique à sa pression. Et puis on est arrivé, je dis bon ben écoute, passe quand même une bonne semaine, si tu fugues, on gérera, mais voilà, ciao, amuse-toi bien. Et après il m'a dit, jamais j'aurais cru que tu allais tenir. Donc il me dit, je te connais par cœur, je sais que tu tiens pas. Il me dit, qu'est-ce que j'ai été étonnée que tu aies tenu. Mais ça il m'a dit après. Et donc, on fait de temps en temps des exercices de oui-non. On fait des quarts d'heure où il doit juste me dire « Oui, d'accord, maman ». Mais il ne doit pas faire, hein. Il doit juste me dire « Oui, d'accord, maman ». Et moi, je dois dire « Non, j'ai pas envie ». Et lui, il peut tout me demander. « Maman, je peux avoir un bisou ?»« Non, j'ai pas envie. »« Oh, maman, s'il te plaît ?» Et alors, il me demande des trucs, c'est vraiment super difficile de dire non. Mais donc, l'exercice, c'est de dire non. Alors moi, ça va, parce que je suis drillée, j'ai la conscience. Mais lui, il ne tient pas un quart d'heure. Parce qu'évidemment, je lui demande des trucs horribles. Je dis, est-ce que tu peux, avec ta langue, lécher les miettes qui sont par terre sur le plancher? Alors, il me regarde. Mais je vais quand même pas te dire, oui, d'accord, maman, à ça. Je dis, ben si, c'est l'exercice. Bon, oui, d'accord, maman. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nettoyer les toilettes avec... Alors, j'exagère, je rigole, et il me regarde vraiment. Il dit, non, là, je peux pas te dire, oui, d'accord, maman. Je dis, ben si, c'est l'exercice, il ne tient pas. Donc c'est vraiment intéressant à quel point ça résiste à l'intérieur de lui. Donc, l'autre personnage, donc je regarde juste l'heure parce que je m'emballe, on sait qu'on a encore un quart d'heure. L'autre personnage qui peut peut-être vous aider, en tout cas moi qui m'a vachement aidé à gérer mon fils dominant, c'est Lucky Luke. Alors Lucky Luke, pourquoi il m'a inspiré? Parce qu'il a une attitude cool. Il est détendu. Alors il tire vite. Mais vous, en tant que parent, vous tirez vite. Donc,
donc si je reprends l'intention de Lucky Luke, c'est je ne vais pas te tirer dessus. Mais si tu tires, je tire plus vite que toi. Donc, fais ce que tu veux. Cool. Donc là, si je retraduis, j'ai pas envie de t'emmerder. Mais si tu te comportes comme ça, pas de problème, je gère. Ça, c'est mon rôle. Et en fait, ça marche extrêmement bien, parce qu'après, on peut faire plein de pédagogie. Le nombre de discussions que j'ai eues avec lui en disant « je préférerais me comporter autrement avec toi ». Mais si tu donnes ce ton-là, si tu te comportes comme ça, mais ma responsabilité, c'est de gérer ce que tu fais. Parce que si je ne le fais pas, c'est toi qui auras des difficultés dans ta vie adulte à te soumettre à une autorité, à faire un effort, à respecter une règle, à avoir des relations authentiques. Parce que aussi relationnellement, c'est compliqué. C'est difficile pour les autres d'être amis à un dominant, parce qu'il y a tout le temps des coups de patte aux faibles. Hein, j'imagine que si on prend par exemple nos amis, hein, moi je vais parfois à des dîners, et ben, quand il y a un dominant, il y en a un qui en prend plein la figure pour rien. Alors évidemment c'est drôle, il a de l'humour, c'est chouette, mais que font les autres? Ils rient. Mais c'est quand même un acte en fait antisocial, c'est un acte agressif. Et donc c'est la moquerie aussi, ils utilisent pas mal, mais la moquerie du faible. Hein. Donc le dominant n'est pas courageux. Si je prends à des niveaux quand même élevés, c'est la petite délinquance. Il ne s'attaque pas aux armoires à glace dans le métro. Il s'attaque aux petites vieilles, aux femmes enceintes, aux faibles, pas aux forts. Donc c'est pour monter en puissance qu'il s'attaque aux faibles. Donc c'est très félin. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des chats. Mais le chat est très imprévisible. Il est très... Pour rien, c'est tac, un coup de patte. Je joue avec le faible. Je joue avec la petite souris. Et si vous vous montrez soumis, eh bien, vous allez exciter l'arrogance, la violence de l'autre, du dominant. Donc c'est un jeu c'est une danse qui se joue à deux, à des niveaux pathologiques, c'est le rapport sadomaso. Mais dans les cours de récré, alors il y avait un directeur d'école, donc je donnais une formation à des directions d'école, et il me dit, c'est incroyable, parce que, donc une direction d'une école maternelle et primaire. Il dit, c'est incroyable, parce que mon bureau est au 2e étage, vu sur la cour de récré. Et il dit, ce que vous expliquez, eh bien, quand je regarde par la fenêtre, je vois les troupeaux. Il y a un petit qui est le chef, toute une cour de soumis autour, les marginaux qui sont tout seuls et qui mangent un petit biscuit tout seuls sur le côté, et puis alors ceux qui sont au milieu, mais bon, ils sont au milieu, ils sont parmi les soumis. Mais il dit, c'est incroyable parce qu'il y a plein de petits troupeaux, en fait, dans cette cour. Et les bagarres, c'est des confrontations de dominant à dominant. Donc ça, c'est important de comprendre que plus ils sont petits, moins ils sont éduqués en termes de valeurs, plus l'instinct grégaire est présent. Plus vous les éduquez, alors c'est vrai quand on dit à un enfant qui frappe, ou un enfant qui mord, c'est pas bien, c'est pas chouette, ça fait mal, voilà, donc vous faites des grandes explications, c'est super au niveau des valeurs, c'est tout à fait inefficace au niveau du rapport de force. Parce que l'enfant qui mord, il se dit, j'ai mordu, bon, j'ai eu un petit peu maman qui m'a fait un peu la morale, sympa, oui, ok, c'est vrai, c'est pas très chouette, mais j'ai rien eu à mon niveau. Donc, je remords, puisqu'il ne se passe rien. Mais évidemment, l'objectif, c'est pas de mordre un enfant qui mord. Parce que si vous le mordez avec votre mâchoire d'adulte, je vous garantis que ça, c'est efficace, il ne mord plus. Mais en termes pédagogiques, on n'a pas envie d'éduquer nos enfants dans le rapport de force. Mais c'est ce qui se passe dans les milieux défavorisés. C'est que l'enfant grandit dans un climat de violence où c'est le plus fort qui cogne. Et puis il grandit, puis le jour où il est un peu plus grand que son père, ben, nul n'est prophète dans son pays, donc il va cogner ailleurs. Et donc il y a une logique que c'est le plus fort qui est le roi du monde, hein, qui est le chef de la bande. Et c'est vrai que par rapport aux soumis, j'expliquais aux parents d'un petit garçon qui est soumis, qui se faisait harceler. Mais il était petit, hein, il devait avoir 4-5 ans à l'école, il se faisait harceler par des dominants. Alors comment? On lui piquait tout ce qu'il avait à manger. Donc en fait, il mangeait rien toute la journée. Et ça a fini, parce que ça a fait toute une histoire à l'école, ça a fini par de la violence physique. Donc il revenait avec des bleus, et en fait il disait,
qu'il s'était cogné, il ne disait pas qu'on lui avait piqué sa collation. Mais il était affamé, donc la mère se dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il est grandi, il mange beaucoup. Mais en fait, elle a compris après qu'il ne mangeait pas à l'école. Et puis, elle a vu des bleus, elle dit, oui, je me suis cognée. Et en fait, c'est important de dénoncer ça, parce que c'est un peu comme quand on assiste à des actes de harcèlement, ou c'est qui voit doit. Mais ça, c'est tout à fait dévalorisé dans nos cultures. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui dit « Ouais, il m'a piqué mon biscuit », qu'est-ce que vous allez lui dire? On ne rapporte pas et arrange-toi tout seul, débrouille-toi. Oui, sauf que dans cette logique-là, c'est toujours les forts qui gagnent, les dominants, et toujours les faibles qui se font piquer leur biscuit. Donc c'est d'encourager, alors, ce qu'on appelle le qui voit doit, ce qu'on appelle aussi, parce que c'est la mauvaise presse, la délation. Mais je vais vous donner un autre exemple pour bien vous montrer que c'est catastrophique de ne pas dire. Et les soumis ne disent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. C'est dans une école aussi primaire, un petit enfant qui devait être en 3-4e primaire, soumis, pendant la récré, donc il y a plein de gosses dans cette cour de récré, donc les surveillants, ils ne peuvent pas regarder tout le monde. Et ils ont enfermé ce petit garçon dans les toilettes. Et les toilettes sont dans l'arrière-cour, enfin dans la cour. Et puis voilà, ils sont tous retournés en classe. Je pense que la maîtresse n'a même pas réalisé qu'il n'était pas là, mais sauf après quelques temps, elle dit, mais en fait, ouais, j'invente Arthur. Hein, on ne sait pas. Et quand ses parents, la maman est venue à la sortie de l'école, pas d'Arthur, donc ils ont été super inquiets. Mais en fait, il y en a plein qui ont vu les gamins qui ont enfermé Arthur dans les toilettes. Mais personne n'a rien dit. Et donc ce petit Arthur, depuis la récré 10 heures, était toute la journée enfermé dans les toilettes. Et c'est finalement un enfant qui a dit, parce qu'ils ont dit, il faut que vous disiez ce qu'il est parti de l'école, parce qu'on se dit, il s'est fait enlever. Et il y a un enfant qui dit, non, il est dans les toilettes de la cour de récré. Donc c'est important. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire, démerdez-vous et gérez ça tout seul, mais c'est important que dans le rapport de force, les choses soient dites. Et moi, je me souviens que je donnais l'autorisation aux surveillants de gérer. Donc je dis, je ne vais pas vous coller un procès parce que vous êtes spécialement dur avec mon fils. Allez-y. S'il a des comportements qui ne sont pas OK, vous pouvez mettre en place une punition, un truc bien désagréable pour lui. Et alors, il y a aussi une dernière chose avant les questions, c'est qu'il y a des... Enfin, nous, on ne vit plus sur un territoire avec les mêmes bêtes tout le temps. Okay, les vaches en général. D'ailleurs, les animaux qu'on retire d'un troupeau et qu'on met dans un autre, parfois le vivent très très mal, hein, comme les chats. Ils déménagent très, très difficilement, un chat, parce qu'il est très attaché à son territoire et aux positions des autres chats. Et donc, ce qui est important, c'est que ça bouge tout le temps, puisque l'enfant, il a le troupeau classe, le troupeau maison, le troupeau copain à la cour de récré, donc garderie, enfin, donc il a plein de troupeaux différents. Ce qui explique qu'un enfant peut être un tyran à la maison et un ange à l'école. Ou inversement. Pourquoi? Parce qu'un dominant, quand il n'y a plus dominant que lui, il se tient à carreau. Okay, vous mettez un dominant qui quand même prend pas mal de place, même pas peur, même pas mal, ça c'est leur slogan, hein, même pas peur, même pas mal. Et vous les mettez avec plein de psychopathes, je vous garantis qu'ils vont tous se tenir à carreau. Parce qu'ils sentent d'ailleurs très très bien. Je me souviens, j'avais fait un city trip avec mes enfants, et on était dans un quartier, on avait fait Rome, on était à Rome, et on était dans un quartier, voilà, moi très naïvement, dans le guide, il disait que c'était intéressant, mais c'était le soir. Et mon fils, tout de suite, a dit, maman, mais il était jeune, hein, il avait 11-12 ans. Il m'a dit, maman, il faut qu'on parte, fais attention à ton sac parce qu'ici ça craint. Et en fait, lui sent l'instinct grégaire des autres. Et c'est vrai qu'il y avait des jeunes, ça sentait un peu le shit. Je ne sais pas si ça craignait, parce que moi je suis assez naïve ou aveugle à ça. Mais lui, comme il est dans cette logique, il sent excessivement bien. Et sans doute qu'il avait raison, donc je préfère faire confiance en son instinct qu'en le mien, parce que moi, je trouve que voilà, les gens sont plutôt sympas. Mais c'est aussi ça qui me sauve, c'est-à-dire que j'ai une attitude cool. Donc ce qui excite le rapport de force, c'est le rapport de force. Dans tous les niveaux. Donc, comment vous pouvez vous comporter pour avoir la plus grande probabilité d'être sain et sauf?
si jamais vous vous faites agresser ou vous sentez que ça craint. Hein. Moi, c'est vrai que parfois on marche sur le trottoir dans des quartiers un peu chauds et on voit 2-3 jeunes. Mais de 30 mètres avant, on sent, ça sent mauvais. Alors, si vous faites demi-tour, je vais prendre un autre chemin, eux, donc vous les sentez, mais eux vous sentent aussi. Et vous devenez une proie. Si vous changez de trottoir, vous devenez une proie. Si vous montrez que vous avez peur, ça les excite. Et ça va exciter leur violence, donc vous avez plus de chances de vous faire agresser. Par contre, si vous jouez les caïds, en disant ce petit con, ils ne vont pas m'impressionner, et vous passez mais de manière agressive, et qui sentent que vous n'avez pas les moyens de vos ambitions, c'est-à-dire que vous ne tirez pas aussi vite qu'eux, que quelque part vous avez peur, eh bien ils vont venir vous chercher aussi. Donc l'attitude la plus safe, c'est laquelle? Cool. Cool. Vous vous dites, c'est juste 3 jeunes sur le trottoir. Bonsoir, bonsoir. Cool, Raoul. Et on peut bluffer. Parce que, alors autant avec les animaux, on ne peut pas bluffer. Quand vous faites agresser par un animal, alors il y a quelques règles. Hein. Jamais regarder votre agresseur dans les yeux. Toujours au-dessus ou en dessous. Mais ça vaut aussi pour un lion. Ne regardez pas un lion dans les yeux, regardez sa crinière au-dessus, en dessous. Faire des mouvements, donc pas partir en courant, pas montrer que vous avez peur. Donc c'est très non-verbal. Donc vous faites agresser, surtout pas dire et le regarder, ou vraiment, parce que vous allez exciter sa violence. Le dénominateur commun des serial killers, puisque c'est la même logique, plus ma victime est faible, plus elle a peur, plus elle souffre, plus ça m'excite. Donc c'est ça la perversité. Mais donc à des niveaux soft, c'est la même chose. Quand votre petit, il voit que ça vous ennuie, qu'il ne mange pas ses épinards, ça l'excite. Ça excite son rapport de force. Donc ce qui désamorce, c'est cool, neutre. Mais c'est difficile parce que, évidemment, ce sont les comportements qui nous font démarrer au quart de tour. Pourquoi? Parce que ça tape dans une énorme valeur qui est l'injustice. La justice et l'injustice. C'est profondément injuste parce que eux, ils font moins, ils vous regardent droit dans les yeux et ils vous racontent des bobards et vous savez que c'est pas vrai, donc la mauvaise foi, ça ils adorent. Et vous vous excitez parce que vous savez que c'est pas vrai, mais ils disent bah non, tu m'as jamais dit ça, tu m'as jamais demandé de vider le lave-vaisselle. Je me souviens pas en tout cas. Et vous savez qui vous a répondu oui d'accord, je le ferai tout à l'heure. Et puis il dit mais enfin tu m'as répondu que ah écoute non je me souviens pas, c'était un autre jour à mon avis. C'était peut-être ma sœur aussi. Donc ils sont pris en flagrant délit et ils vous regardent droit dans les yeux en disant c'est pas moi. Donc ils ont un culot incroyable. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'était quoi l'idée d'avant? Ah voilà, restez cool. Donc, dès que vous vous énervez ou que vous rentrez dans le rapport de force, c'est-à-dire que moi je sais que parfois je montrais que j'appréhendais un peu. Et donc là tout de suite, il jouait sur le rapport de force. Ou dès que je m'énervais, alors voilà, il se taisait, il attendait que ça passe. Par contre, et c'est vraiment très puissant, hein, donc les petits, enfin les parents des petits, vous allez pratiquer dès demain matin, vous allez voir, ça marche. Vous allez être surpris, vous allez dire, c'est incroyable. Quand je fais ça, alors le silence est excessivement puissant. C'est d'ailleurs une des cartes que eux utilisent. Ils vous regardent et ils ne disent rien. Et donc, vous n'avez plus de prise sur quelqu'un qui dit rien. Sur quelqu'un qui parle, vous pouvez au moins rebondir. Mais quelqu'un qui ne dit rien, alors il y a des silences qui sont légers, et il y a des silences qui pèsent une chape. Donc eux, ils jouent sur le silence. Et c'est le premier qui parle qui a perdu. Alors une autre règle, vous demandez des choses une fois. Mais vous veillez à ce qu'il ait bien compris. Hein. Donc, est-ce que tu peux te déshabiller pour aller dans le bain? Est-ce que tu peux éteindre l'ordinateur? Donc, il a bien entendu. Et puis, la règle, c'est ne répétez plus cette consigne. Puisqu'il l'a entendu, c'est bon, on ne va pas le répéter 2 fois. Vous répétez 2 fois, vous avez perdu. Par contre, à partir du moment, donc ça va vous éviter beaucoup d'énervement, vous vaquez à vos occupations, cool Raoul. Vous passez à table, enfin voilà, vous faites ce que vous avez à faire. Mais à partir de ce moment-là, tant qu'il n'a pas fait ce que vous lui avez demandé, il n'existe plus. Vous coupez le son et l'image.
Donc, quand il va venir vous solliciter, parce qu'il va revenir vous solliciter, « Oh, maman, oh, papa !» Vous le regardez, mais alors genre, c'est quoi cette petite chose qui s'excite? Et vous pouvez lui dire, je pense que je t'ai demandé quelque chose. Et vous revaquez à vos occupations. Ce sera fait dans la seconde. Je vous garantis que ça marche 10 fois sur 10. Et chaque fois que j'ai demandé à mon fils, éteins cet ordinateur, je t'ai déjà appelé 3 fois, le repas est prêt, c'est pas chouette, tu le sais, tout ça, c'est oui, et il gagne encore du temps, et c'est moi qui m'énerve. Chaque fois que je lui dis, écoute, fais ce que tu veux, mais le repas est prêt, si j'étais toi, je viendrais, mais voilà, fais ce que tu veux, il est là dans la seconde. Et alors parfois il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que ça, j'imagine. Alors là, j'adore ma réponse, parce que j'ai aucune idée. Je me dis, je ne sais pas encore, mais ça va t'embêter, crois-moi. Alors là, je dis, ouais, peut-être que quand même, j'ai quand même intérêt à éteindre. Et c'est vrai que ce qui est important dans le rapport de force, c'est que ça doit être rapide. Okay, ne donnez pas une punition 1 mois plus tard pour le truc qu'il a fait il y a 1 mois. Parce que ça n'a pas d'effet sur le grégaire. Le grégaire, c'est assez instantané. Donc j'autorégule tout de suite. Donc un autre personnage, et puis après je me tais, je vous laisse poser vos questions. Un autre personnage qui fait ça très très bien aussi, mais vous voyez que le dénominateur commun c'est le cool, c'est l'inspecteur Colombo. Alors il joue un peu au con, il s'excite jamais, il pose de bêtes questions, il est détendu. Ah bon? Voilà, bah écoute, peut-être. Peut-être que je ne t'ai pas demandé de vider la vaisselle, mais en tout cas, c'est la vaisselle, j'aimerais bien que tu le vides. Donc voilà, tu peux le faire maintenant. Mais donc, c'est pas essayer de prouver qu'on a raison, pas s'exciter, pas accuser, pas. Il est de mauvaise foi, il est de mauvaise foi. Ok, vous faites comme si de rien n'était, comme s'il était de bonne foi, que c'est vous qui n'avez pas capté. Mais la chose doit être faite. Donc, vous ne lâchez pas votre objectif. Colombo, il ne lâche pas son objectif. Arrêtez le meurtrier. Donc, vous ne lâchez pas votre objectif. Le bain, la table, la vaisselle, enfin tout ce que vous avez envie de lui faire faire. Et alors aussi, de ne pas subir, je sais que mon fils, il fait beaucoup ça, je lui demande de tondre la pelouse en été. Il me dit, bon d'accord, mais alors, je peux... Voilà. Non, on discutera de ça après. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que tu tondes la pelouse. Et alors, beaucoup, ils vous accusent, ils vous retournent la situation. Donc, c'est oui, et toi d'ailleurs, tu m'as même dit que quand toi tu étais ado, tu faisais le mur ou tu faisais rien. Ou... Je dis écoute, si tu veux, on parlera de mon adolescence après. Maintenant, il s'agit de la tienne, et voilà la règle. Donc revenez, ne partez pas avec lui dans les justifications. Oui, mais moi à l'époque et ma mère, parce que alors c'est foutu. Vous revenez, et puis avec l'instant grégaire, on exécute, on discute après. Avec les valeurs, donc j'aime pas, j'ai pas envie, j'ai envie, mes copains ils peuvent sortir jusqu'à 2h du matin, on discute d'abord et puis on décide après. Mais vous sentez la différence. Dans le monde des valeurs, ma valeur vaut pas mieux que la tienne. Et ça se négocie. Dans le monde du rapport de force, tant que vous voulez garder la main, maintenant il y a un moment donné où ben voilà, il vivra sa vie. Mais en tout cas, mais même dans la gestion, moi j'accompagne des adultes qui ont du mal à gérer leurs parents, qui sont dans la manipulation, le harcèlement, le rapport de force, eh bien c'est d'être très ferme, très neutre. Alors en entreprise aussi, c'est très factuel, de ne pas laisser l'émotion vous envahir, parce que c'est là où vous devenez une proie. Alors j'espère que je vous ai donné des petites clés. Alors par rapport à la crise, parce qu'il faisait aussi des crises, alors il y a des crises qui sont des vraies crises, je pleure vraiment et je suis contrariée. Et puis il y a des crises qui sont des crises d'intimidation. Je fais une crise, je sais, alors surtout au supermarché, je sais que maman, vraiment, elle est super emmerdée, et ça marche, j'aurai ce que je veux. Donc quand il y a la crise, alors je sais que c'est un peu dur, mais on coupe le son, on regarde cette petite chose comme si c'était une petite chose intéressante, comme si, voilà, c'est pas à nous, genre tiens. Et vraiment, ça ne nous laisse aucune émotion, c'est juste un truc étonnant. Et c'est votre regard, et instantanément, et c'est pour ça qu'on voit que c'est une crise d'intimidation, c'est qu'instantanément, il se met debout, oui, enfin, c'était pour rire, ou c'est fini. Parce qu'il se dit, ça marche pas. Ce qui marche pas, j'ai un principe, puis après je me tais.
l'humain, je pense, est constitué comme un bon mammifère.